Bonjour à toutes et à tous. Donc j'attends un petit peu que tout le monde se connecte. Voilà, un petit délai toujours, que tout le monde arrive. Merci à tous ceux qui peuvent et qui veulent bien allumer leur caméra. C'est toujours plus convivial pour tout le monde. Voilà, j'attends juste quelques secondes. Et je vous souhaite donc la bienvenue pour ce lundi des restes. C'est donc une rencontre autour de l'ouvrage La sensorialité dans les liens mère-enfant. Voilà, si je le mets devant moi, vous le voyez mieux. Donc, un ouvrage de Christelle Gosme, l'autrice, qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir, avec ses deux préfacières, donc Edith Way et Drina Candilis, qui, alors, soit est déjà là, soit devrait arriver d'ici 1 ou 2 minutes. Donc, on va commencer par une petite présentation de l'ouvrage par Christelle, et ensuite, on laissera intervenir donc les deux préfacières, Edith et Drina. Et donc, nous prévoirons un petit temps d'échange à la fin. Donc, si vous pouvez réserver vos questions pour ce moment-là, n'hésitez pas donc à prendre la parole ou à poser vos questions dans le chat et nous, on les relayera. Et je vais donc vous laisser la parole, Christelle, pour cette rencontre. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être connectés pour les lundis des res autour de mon livre La sensorialité dans les liens mère-enfant, ce que nous apprennent les mères avec une déficience visuelle. Merci aux éditions RS, à Élise Soulard et Sylvain Laroche pour l'organisation de ce moment, avec la présence de Drina Candilis et puis Edith Way, que je remercie chaleureusement pour leur présence ce soir. Ce livre est né d'un travail de thèse qui lui-même est né de rencontres dans le cadre d'un projet de recherche qui avait été initié en 2003 par le professeur Bernard Gols et Valérie Desjardins, psychologue. Et c'était un projet de recherche qui portait sur les précurseurs corporels et interactifs de l'accès à la communication verbale et non verbale au cours de la première année de vie de l'enfant. Alors, jeune diplômée en psychologie à cette période, j'ai eu la chance d'y rencontrer Edith Tway, qui accompagnait des mères avec une déficience visuelle et leurs bébés pour participer à ce projet de recherche. Ces rencontres avec Edith et avec les mamans et leurs bébés ont suscité chez moi un grand nombre de questionnements et m'ont conduite à m'intéresser aux liens d'attachement entre les mères et leurs enfants dans ce contexte singulier. La déficience visuelle oblige les personnes qui en sont atteintes à s'appuyer sur leurs autres sens, à faire confiance à d'autres sensations, à d'autres ressentis, à trouver d'autres repères. L'intériorité apparaît donc comme investie autrement. Khadija Kidamar, qui est peut-être avec nous ce soir, a accepté d'introduire ce livre en partageant son histoire depuis sa naissance. Et elle aborde sa maternité, qui était source d'émotions, de questionnements, de découvertes et aussi de créativité. En parcourant la littérature, dédiée aux mères avec une déficience visuelle et à leurs bébés, et en lisant des témoignages, j'ai découvert que les mères avec une déficience visuelle font preuve d'ingéniosité avec leurs bébés, qu'elles s'appuient sur leurs autres sens, en particulier la proximité physique et l'audition, mais qu'elles utilisent aussi leur capacité de mémorisation. De leur côté, les enfants font preuve de capacité d'adaptation précoce qui leur permettent de communiquer avec leur mère. Inspirée par les travaux d'Edith Way et de son équipe très impliquée auprès des parents avec une déficience visuelle, de Drina Candilis et du professeur Michel Soulet, je me suis plus particulièrement interrogée sur la place de la sensorialité et au lien d'attachement mère-enfant dans ce contexte de déficience visuelle maternelle. Ce qui m'a d'abord amené à questionner le sens même de l'action de voir. C'est la raison pour laquelle cet ouvrage commence par un chapitre qui porte sur des définitions, mais aussi sur les chemins que toutes ces définitions nous amènent à emprunter. Les chemins de la médecine, de la philosophie et de la psychanalyse. Si mon étude montre l'évidente place du toucher dans la relation précoce mère-enfant, elle montre également, grâce à l'observation, qu'il existe plusieurs sortes de toucher. Des touchés affectueux et aussi ce que j'ai appelé un toucher didactique. Ces différentes formes de toucher vont permettre à la mère non seulement de communiquer ses émotions au bébé, mais aussi de s'informer et d'apprendre grâce à ce sens, d'apprendre des choses de leur bébé grâce à ce sens. Toucher pour connaître le bébé,
pour le comprendre et pour répondre à ses besoins. Le bébé, lui aussi, apprend à communiquer avec sa mère, qui n'a pas tout à fait les mêmes équipements qu'elle, se voulant parfois chef d'orchestre pour entraîner sa mère dans sa mélodie. Une mélodie qui peut subir de fausses notes, mais qui progressivement trouvera un ajustement. L'observation auditive, qui opère, selon moi, comme une sorte de regard invisible, quant à elle, quand elle est suffisamment affûtée, se révèle être un outil extrêmement précieux pour les mères. Et cette observation auditive nécessite une grande attention, une grande disponibilité, tant dans la relation avec le bébé que psychiquement. En effet, la dynamique fantasmatique maternelle inconsciente participe aussi à cette disponibilité et va être influencée par le propre vécu infantile des mères. Certaines, d'ailleurs, ont rapporté au cours du CAMIR. Le CAMIR, c'est un outil qui permet d'évaluer les représentations d'attachement des mères. Cet outil nous amène à avoir accès donc à ces représentations et au vécu parfois traumatique de ces mères durant leur enfance. La proximité corporelle et le maintien de contact sont deux éléments fondamentaux de la théorie de l'attachement, et le toucher est apparu comme compensant souvent la vision. Il s'est avéré plus particulièrement présent au cours des situations étranges qui ont été proposées aux enfants autour de l'âge de 18 mois, et notamment dans les dyades où les mères étaient aveugles. Le toucher opérant, on le suppose, comme l'expression d'une pulsion d'attachement, c'est-à-dire d'être poussé à être dans une proximité physique pour se rassurer, mais aussi pour rassurer la mère. Les enfants de mères malvoyantes, au cours de la situation étrange, eux, se sont montrés plus évitants. Ce que moi j'ai peut-être mis en lien avec le fait que leur mère, elle aussi, s'appuie sur quelques éléments visuels, parce qu'elles ont une vision plutôt partielle. Donc les enfants peuvent osciller entre l'absence et la présence de la vision des mères, ce qui les conduit peut-être à moins chercher la proximité corporelle. Les histoires à compléter qui ont été proposées aux enfants quand ils avaient 4 ans ont mis en évidence qu'il y avait une absence de stabilité entre les catégories d'attachement qui avaient été observées à la situation étrange et celles qui apparaissaient avec ce nouvel outil qui étaient les narratifs. Et on a aussi observé au cours des histoires à compléter une désorganisation chez les enfants qui s'exprimait principalement par une agitation. Cette instabilité inhabituelle dans les catégories d'attachement m'a semblé être peut-être l'expression d'une tentative chez l'enfant de trouver le moyen de se rassurer. C'est-à-dire, cette désorganisation peut exprimer un besoin pour les enfants de déconstruire pour pouvoir reconstruire en fonction de toute la complexité sensorielle qu'ils expérimentent dans les liens avec leur mère, donc dans le cas de mon étude qui avait une déficience visuelle, donc aveugle ou malvoyante, mais aussi avec leur père et leur entourage qui était le plus souvent voyant dans mon étude. Tout ça renvoie, selon moi, au bilinguisme relationnel qui a été proposé par Edith Tway et Drina Candilis. Le style interactif de ces dyades constitue aussi un apport intéressant pour la clinique des personnes qui ne présentent pas de déficience sensorielle. Ces dyades nous permettent en effet d'explorer autrement la temporalité, le rythme ou encore la discontinuité dans les interactions mère-bébé et nous invitent aussi à penser la question du dedans et de l'intériorité. Comme je l'ai dit, ce travail de recherche a été sous-tendu par des questions relatives à la sensorialité dans les échanges mère-enfant et au sentiment de sécurité chez les enfants de mère avec une déficience visuelle. Si les outils de l'attachement, les outils empiriques de la théorie de l'attachement m'ont d'abord semblé être ceux susceptibles de répondre au mieux à certaines de mes questions, donc j'ai utilisé la situation étrange, les histoires à compléter, le CAMIR, j'ai aussi pris conscience qu'il me fallait apprendre à oublier ce que j'ai appris, pour reprendre les mots du psychanalyste contemporain Thomas Ogden, apprendre à déconstruire mes certitudes et à penser autrement les relations d'attachement mère-bébé, apprendre à remettre en question tous mes repères, à accepter de porter un regard différent sur mes ressentis, à écouter autrement, à m'intéresser aux petites perceptions dont Leibniz faisait l'éloge, à celles qui agissent devant nous sans que nous puissions les saisir pleinement et qui pourtant œuvrent de manière invisible. Les mères avec une déficience visuelle et leurs bébés invitent les professionnels que nous sommes à se tourner vers leur intériorité. Celle-là même que Freud a recherchée d'ailleurs en proposant la cure analytique, se détourner
du contact visuel et du tactile pour privilégier la parole. De cette manière, il souhaitait aussi modifier le regard de l'analyste sur l'analysé en s'appuyant sur l'écoute. En observant des diades dont la mère a une déficience visuelle, le clinicien voit l'interaction, l'observe, alors même que la mère voit mal ou ne voit pas son bébé, et que le bébé lui-même voit sa mère et le clinicien qui le voit et l'observe. Mais en fait, pour tenter de comprendre la naissance des premiers liens dans cette diade singulière, plusieurs questions concernant la mère m'ont traversé. Dans un premier temps, que voit-elle? Que perçoivent-elles? Que ressentent-elles? Que sentent-elles? Qu'entendent-elles? Perçoivent-elles des vibrations sur la peau de leur bébé? Autant de questions qui m'ont ensuite poussée à essayer de me mettre à la place de ces mères, à vouloir moi aussi voir cet invisible, permettant aux mères et à leurs bébés de communiquer, de se comprendre et ainsi d'échanger. Il peut en effet y avoir une sorte de fascination lorsqu'en tant que clinicien voyant, on assiste à une interaction extrêmement synchrone entre une mère aveugle et son bébé. C'est ce regard fasciné qui nous pousse à vouloir voir cette vision intérieure sensorielle des mères, et c'est ce que j'ai appelé la pulsion scopique du dedans. Cette expérience du dedans est d'ailleurs explorée par beaucoup de jeunes enfants qui jouent à fermer les yeux en marchant et en se laissant guider par la voix d'un autre. Pour Freud, voir est lié au savoir et les enfants, je crois, qu'ils veulent voir ce que cela fait de ne pas voir afin de savoir. Les professionnels confrontés à la déficience visuelle font très certainement une forme d'expérience analogue qui les conduisent ensuite à créer des outils spécifiques comme des clichés d'échographie prénatale en impression 3D pour que les mères puissent toucher l'échographie, ou encore à adopter des outils comme l'échelle de Brazelton pour permettre à ces mères d'avoir accès aux compétences précoces du bébé, comme l'ont fait Edith Way et Drina Candilis en proposant le Brazelton transcrit. Et puis, moi aussi, j'ai adapté un des outils qui est le Camir, que j'ai mis en braille et en version gros caractère, pour moi aussi tenter de m'adapter à ces mamans. Cette pulsion scopique du dedans entraîne selon moi des éprouvés nouveaux qui sont aussi motivés par l'empathie. Tous les résultats de mon étude montrent que les mères et les bébés cherchent avant tout à être ensemble, à communiquer, à trouver un langage commun, la bonne mélodie d'une certaine façon. Et cette quête n'est pas sans difficulté, sans fausses notes, sans reviviscence parfois traumatique, et peut-être accompagnée par des professionnels. Mais elle est animée le plus souvent par cette envie de partager, de comprendre l'autre, de s'ajuster, tout en trouvant la bonne partition. Les mères et les bébés de cette étude nous invitent à faire plusieurs propositions. La première, ce serait d'accompagner la créativité des parents avec une déficience visuelle dans les interactions avec leur bébé, parce qu'on voit qu'elles sont très créatives quand il s'agit d'essayer d'interagir avec leur enfant. Elles font parfois des mouvements de bouche pour attirer l'attention du bébé, ou elles reprennent des mouvements ou des sons que le bébé fait. Ensuite, les encourager à s'appuyer sur leur capacité d'observation auditive et bien sûr sur le toucher pour percevoir les signaux de leur bébé, tout en adoptant un toucher suffisamment présent pour reprendre l'expression de Winnicott, c'est-à-dire un toucher ni trop qui serait trop envahissant pour le bébé, ni pas assez qui pourrait être aussi insécurisant. Et enfin, soutenir la verbalisation des ressentis des enfants et celle des parents afin de favoriser le processus de symbolisation chez les enfants. Voilà. Si ce travail avec et auprès des mères avec une déficience visuelle invite à l'humilité et à la créativité, il renvoie aussi, selon moi, à tout ce que nous, cliniciens, ne percevons pas toujours, ce qui nous échappe, mais qui existe bel et bien chez le patient, petit ou grand, et qui peut parfois engendrer de profondes blessures et prendre du temps pour devenir visible aussi. Je conclurai volontiers cette présentation par les mots de Julia Kristeva. Chacun est singulier,
et c'est dans la vérité singulière que se trouve l'essence de l'humain. Je vous remercie de votre attention. Ah bon. Bien. Je vous remercie, Christelle. J'ai vu que Drina Candice avait pu nous rejoindre. Bonsoir, Drina. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... enfin, je partage complètement ta conclusion qui me paraît extrêmement importante. C'est-à-dire qu'effectivement, comment on peut tirer des leçons de cette recherche. Alors, je commence par la conclusion, mais on va revenir sur la recherche. Comment on peut tirer des leçons pour la clinique tout venant? C'est-à-dire qu'effectivement, la dimension corporelle et la dimension sensorielle dans la clinique commence, je pense que c'est quelque chose de très neuf, en tout cas pour les psychanalystes. Et quand tu dis c'est la parole, il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'on appelle la parole. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que c'est la parole ou est-ce que c'est une forme de perception qu'on peut éventuellement euh, verbaliser, mais pas toujours. Et cette perception, c'est un peu comme les mères qui sont avec leur bébé, quoi. Euh, elles perçoivent des choses, mais elles ne le verbalisent pas toujours. Et c'est pas toujours nécessaire. Enfin, Absolument. mm. Alors, comme question, j'aimerais beaucoup que tu reviennes sur cette question. Enfin, là, évidemment que la question du regard, elle est tout à fait centrale. Et j'ai pensé à la fonction miroir de la mère, qui est une espèce je dirais, de concept central chez Winnicott, mais chez beaucoup de psychanalystes de l'enfance. Cette fonction miroir, comment enfin tu l'as dit dans ton exposé, mais comment elle se met en sens à l'intérieur des interactions mère-bébé, mère aveugle, bébé, voilà. Parce que effectivement, la fonction miroir, ça fait penser au regard. Les Bovici disaient je la regarde, qui me regarde et moi la regardant. Enfin, c'est Mm. une espèce de jeu à trois comme ça. Mm. Et chez ces mamans, euh, tu dis bien que c'est remplacé par une capacité d'observation auditive, par le toucher. Mais est-ce Mm. qu'on ne peut pas encore imaginer euh, d'autres types de perceptions? Je sais pas. Mais justement, des choses qui nous sont invisibles peut-être pour le moment. Mais Ouais. en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose effectivement qui est renvoyé par ces mamans-là à travers la réponse qu'elles vont apporter par le toucher et effectivement par cette perception auditive qu'elles vont avoir de leur bébé. Et d'ailleurs, Khadija le dit dans son témoignage, je ne sais pas si elle est avec Mhm. nous ce soir, mais elle dit à un moment qu'elle reconnaît quand son bébé va pleurer à la façon dont il respire ou quand il Ah va oui. pleurer. Et je me dis que ça, c'est une façon aussi de renvoyer quelque chose au bébé dans la façon dont elle va lui apporter une réponse. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'il se passe quelque chose à ce moment-là pour lui et elle va lui renvoyer quelque chose à ce moment-là en fonction de ce qu'il lui a envoyé comme signal. De ce qu'elle a perçu, oui. Mhm. Absolument. Ouais. Ouais, bah ça, je crois que c'est très, 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 très important. Et tu dis d'ailleurs, je trouve tout à fait à juste titre que pour certains patients, pour qui la conversation n'est pas si fluide, euh, Mm. justement, ce type de communication est tout à fait central et ils se sentent très délaissés quand ils ne peuvent pas y accéder ou quand ils sentent qu'en face, on n'y accède pas, hein. Et ça, je crois que moi, je travaille aussi avec des patients aveugles adultes Mm. et cette dimension-là, elle est très difficile à tenir. Quand on a plus l'habitude des bébés, c'est peut-être plus perceptible, Mm. mais avec des adultes et avec effectivement l'ensemble des traumas qu'ils ont traversés, parce que Mm. beaucoup de ces personnes ont traversé des choses très traumatiques, en Tout tout à cas fait. jusqu'à maintenant, peut-être Mm. que ce type de recherche va pouvoir ouvrir d'autres d'autres manières de penser le handicap. Je le Mm. souhaite en tout cas. Mm. Et donc, euh, quand ils ne se sentent pas entendus ni compris, ça renforce encore la sensation du trauma et ça renforce Absolument. encore les défenses. Mm. Absolument. Et c'est vrai que dans ma recherche, je m'attendais pas à ce résultat-là.
c'est-à-dire qu'il y ait autant de vécu traumatique chez les mères que j'ai rencontrées. Ça, c'est vraiment une donnée à laquelle je ne m'attendais pas. Ah, pardon, je vois que Khadija Elle est là. Elle est là. est là. Voilà. Bienvenue, Khadija. Oui, voilà, c'est une dimension à laquelle je ne m'attendais pas du tout dans cette recherche. Mm. Mais c'est la même Khadija qui disait un sourire, ça s'entend. Oui. Absolument, tout Oui. à fait. Et un jour j'étais euh, chez elle, je ne sais plus pour quelle raison, et son petit garçon avait pris la tétine et l'avait gardée, alors que Khadija voulait pas qu'il la garde pour aller à la crèche. Et elle l'a tout de suite entendu, en fait. Ouais. Elle l'a pas vu, mais elle l'a entendu. Mm. Donc, moi, ce que je- moi, je suis très admirative de ton livre, de ta recherche, mais je voudrais dire combien je suis admirative de ces mamans et que tous les gens qui sont présents ici se rendent compte que l'attention, c'est extrêmement épuisant et que euh, on demande souvent, enfin peut-être moins maintenant, mais il y a encore des gens qui sont toujours dans un jugement, que cette attention, elle n'est demandée qu'à ses mères, elle n'est pas demandée aux autres mères. Mm, mm, Et je trouve qu'il y a quand même quelque part une injustice parce qu'on ne mesure pas l'intensité de cette attention et combien cette attention peut être fatigante pour, mm, ces moments. Je voudrais dire un petit mot aussi sur le bilinguisme. Le bilinguisme, on en a beaucoup parlé avec Drina, mais aussi avec Michel Soulet. C'est un message qui est reçu par l'enfant de manière différente et qui veut dire la même chose. Je donne simplement un exemple pour que les gens se rendent bien compte. Le, le- la petite fille qui rentre dans la cuisine et qui dit à sa maman, viens voir, viens voir. Et la maman, elle voit sa mère en train de faire la vaisselle et elle dit, oh zut, tu peux pas venir voir. Parce que pour elle, le message qui doit être reçu, c'est par le toucher et par les mains. Mais comme les mains sont mouillées, ils ne pourront pas toucher. C'est ça ce bilinguisme, c'est que l'enfant adapte. Et ça très précocement, parce qu'on a des magnifiques films où on voit des bébés, où la maman a le bébé dans les bras, un peu sur le côté, parce que les enfants ne renoncent pas au regard, même au regard aveugle de leur mère. Et Au la visage. maman, au visage, hein, oui, à la gestalt de la mère, mais aussi à cette lumière, hein, à cette lumière qu'il y a dans les yeux, hein, qu'on appelle la chorée, hein, cette brillance qu'on a dans les yeux, et les bébés sont très attirés par ça. Et au moment où la maman essaie de mettre la tétine, puisqu'elle a un bras qui est occupé, au moment où elle essaie de mettre la tétine, si elle se trompe, le bébé très tôt, hein, Drina, on a vu ça Très, très tôt. très très tôt, Mm. le bébé dirige la main de la mère vers la bouche. Et pour conclure, je voudrais dire que tout ce travail fin d'analyse, etc., et de penser les choses différemment, ça nous a quand même beaucoup aidé à accompagner d'autres mamans, puisque quand le SAPPH a été créé, il a fallu inclure d'autres types de handicap que le handicap visuel. Je pense que ça nous a donné un savoir-être, peut-être pas un savoir-faire, mais un savoir-être, avec cette empathie qui acceptait la différence de l'autre. Je pense à des mères autistes ou des mères handicapées enfin, psychiques ou déficientes intellectuelles, ou même des mères qui ne maîtrisaient pas, qui avaient eu des parcours migratoires terribles et qui ne maîtrisaient pas le français. Ce savoir-être qu'on a acquis auprès des mamans en situation de déficience visuelle nous a beaucoup enseigné à nous occuper des autres singuliers. C'est sûr. C'est tout sûr. à fait. Oui, on a vraiment traversé
ensemble, parce que tu as été très tôt dans l'équipe aussi, euh, Oui, aventure tout à fait singulière qui, qui a vraiment, effectivement, tu le dis dans ta conclusion, euh, a transformé nos attitudes cliniques et de soins Mhm. avec d'autres personnes, avec d'autres handicaps, bien sûr, mais aussi avec d'autres personnes. Et ça, c'est absolument fondamental, je pense. Dans le parcours professionnel de chacun d'entre nous, comment remplacer nos... Edith parle des savoir-faire par des savoir-être. Moi, je peux que aller dans ce sens, c'est-à-dire comment remplacer nos manières de conformer ce que doit être une mère et ce que doit être un enfant, qu'on a, même si on s'en défend toujours, Mhm. euh, comment justement être resté ouvert à d'autres manières d'être, à d'autres façons de communiquer. Et c'est en donnant confiance à ces mamans que elles pourront, comme n'importe quelle mère, euh, être sensibles aux qualités de leurs enfants et à leurs propres qualités. Mhm. Et comment on peut aussi soutenir leurs compétences Leurs maternelles. compétences, absolument. ouais. Mm. Je pense que c'est ça qui est aussi très important, c'est qu'on puisse Oui. accompagner, Mm. accompagner ça. Et Oui, puis, soutenir. Ouais. pardon, Andrea. Non, non, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Oui, je me disais que c'était aussi une clinique, une expérience en tout cas, très inspirante aussi pour aider à penser des prises en charge pour certaines mamans. Par exemple, moi, je me suis dit que on pourrait s'appuyer sur la sensorialité pour permettre à des mamans déprimées d'interagir, de prendre contact petit à petit avec leur bébé en s'intéressant, en les aidant à s'intéresser par exemple à l'odorat, qu'est-ce qu'elles, comment elles trouvent l'odeur de leur bébé, à s'intéresser au toucher, comment elles trouvent, qu'est-ce qu'elles sentent quand elles touchent leur bébé, qu'est-ce qu'elles peuvent en dire, et comme ça de faire une découverte un peu sensorielle de leur bébé qui leur permettrait de prendre contact tout court avec ce bébé et de le mettre en récit, par exemple, Bien sûr. pour les aider. Mais ça, enfin, c'est une conviction, c'est notre source d'inspiration autour du Brazelton, ça a été ça aussi, c'est-à-dire une espèce de conviction que le bébé participe et qu'il attend et qu'il anticipe tout ce que sa mère peut lui fournir Mm. et réciproquement. Et ça, Mm. c'est une idée, mais absolument fondamentale. Et quand tu dis que on peut aider des mères déprimées, on l'a beaucoup fait à la PMI, Mm. à travers cette manière de faire se rencontrer une mère avec son bébé, quelle Mm. que soit cette mère et quel que soit l'état dans lequel elle se trouve. Mm. Et on a fait, Edith citait les mamans qui ont des handicaps mentaux ou des handicaps psychiques, puisque maintenant on appelle beaucoup tout ça comme ça. Mm. Et je crois effectivement que alors, c'est pas des paris sur un avenir rose, c'est pas ça du tout, hein. Mm. C'est comme chacun, on marche pas à pas, hein. Et, et donc, on peut pas, c'est pas de la prédiction. Ça, c'est très important à dire. Mm. On fait pas des prédictions sur l'avenir, mais on conforte les premiers pas de la vie d'une mère et de son bébé, et on conforte cette relation si précieuse entre le tout jeune enfant et son environnement maternel ou paternel. Mm. Mm. Et ce que tu soulignes, Christelle, là, de se servir, euh, moi je vois euh, dans le Brazelton transcrit, bon, je suis bénévole dans un hôtel maternel où on accueille des jeunes migrantes avec un parcours d'immigration très traumatique. Et c'est des jeunes migrantes qui ont 14, 15 ans. Et quand on fait le Brazelton transcrit, qui initialement avait été adapté pour les mamans en situation de handicap visuel, et c'est vraiment Michel Soulet qui nous avait pointé du doigt que ça pourrait nous servir pour soit les mamans déprimées, et il avait parlé également des mamans adolescentes. Et c'est incroyable comment, quand on transcrit sur le corps de l'adolescente tout ce que fait son bébé, comment en fait elle arrive
à plus considérer le bébé comme une poupée, mais vraiment comme un individu à part entière. Mhm. Enfin, c'est assez stupéfiant. Oui. Je l'exprime peut-être mal, Drina. Non, 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 mais c'est très bien. Tu aurais Je sans trouve que doute. tu as raison d'utiliser ce mot stupéfiant Mhm. dans la Oui, c'est mesure parce que. où enfin, on avait dit, enfin, il y a un psychanalyste anglais qui parle d'émerveillement, et Mhm. je pense que cet émerveillement, c'est pas quelque chose de cucu, c'est quelque chose de très profond. Mhm. Oui, Et quand on peut toucher ça, c'est pas à chaque fois et pas tout le temps, oui. on touche quelque chose d'extrêmement profond chez la mère et probablement chez le bébé aussi. Mm. Oui, et ça permet aussi qu'un lien puisse se nouer entre la mère et le bébé. Et je crois que c'est ça Mhm. aussi qui est important. Bien sûr. De solidifier ce lien. Absolument. Parce que le lien, il est là, mais il peut être chacun de son côté. Mhm. Et il faut que les deux liens se rencontrent et se nouent. Exactement. Euh, mais, peut-être le bilinguisme relationnel, pour moi, c'est aussi un élément extrêmement intéressant. C'est effectivement dans ce travail-là que je l'ai touché ou approché pour la Mhm. première fois, parce que je n'y avais jamais pensé. Mais en fait, on est tous bilingues. C'est-à-dire je crois vraiment que chacun, chacun d'entre nous dispose de plusieurs langues, hein. Et, euh, et ce bilinguisme relationnel qu'on voit chez ce petit enfant qui effectivement ramène la main euh, de sa mère vers sa bouche, euh, on peut le voir aussi dans d'autres circonstances. Quand par exemple, une des choses qui nous avait le plus frappé avec Edith, c'était que lorsque on suscitait le grasping chez Mhm. ces bébés, ils ne le faisaient pas de la même manière avec nous, professionnels, et avec leur mère. Et c'est pas seulement parce que le geste n'était pas professionnel. Je crois Mhm. que c'est pas ça la raison. C'est parce que effectivement, entre le réflexe est d'emblée au service de la communication. Le réflexe est d'emblée au service de la recherche de l'autre. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Donc, bilinguisme relationnel, je pense que nous en ayons tous, nous en avons tous. Et ce travail magnifique enfin moi, m'a en tout cas enseigné à le rechercher chez d'autres diades de mère-bébé, Mm. euh, parce que quels sont les langages de chacun? Et Mhm. je n'en sais rien. Il peut y avoir des langages plus corporels chez une mère, il peut y avoir des langages plus sensoriels, plus moteurs. Et même ça, c'est une forme de bilinguisme. Alors j'espère que je ne dis pas trop de bêtises, mais je crois quand même que c'est extrêmement important. Je crois aussi, Drina, qu'on a une identité tactile. Je ne pense pas qu'il s'agit de professionnalisme dans le grasping, mais de reconnaissance de cette identité tactile, que Bien sûr, ton identité tactile à toi n'est pas celle de la mère bien et sûr. qu'un bébé sait reconnaître. Alors, je ne sais pas si c'est la façon de présenter le doigt, mais moi, ça me plaît. Enfin, j'aime bien cette idée d'identité tactile, comme on peut avoir une identité olfactive ou Oui, même oui, un tout à timbre de voix particulier. Je pense qu'on a aussi un toucher qui est. Bon, on a tous des empreintes différentes, hein, donc oui, oui. ce toucher, enfin, cette peau, ce toucher, et c'est vrai que c'est assez stupéfiant. Toi, tu mets ton doigt, l'enfant, il s'accroche, tu peux presque le soulever en bloc. La maman, elle arrive, elle met son doigt, il serre un peu, il s'aperçoit que c'est elle, il desserre. Mhm. Oui, oui. C'est quand même assez extraordinaire. Tout à fait. Moi, je ne sais pas. Peut-être On peut que peut-être répondre à la salle s'ils ont des questions. oui, s'il y a des Oui, c'est ce que questions. j'allais dire. Je me permets donc juste d'inviter les personnes à soit directement prendre la parole en désactivant leur micro, soit à poser des questions dans le chat si elles ne peuvent pas parler à voix orale et nous relirons. Moi, je voudrais simplement poser une question et demander à Khadija si on ne trahit pas
ses ressentis, et si elle est d'accord avec nous, enfin, du moins avec ce que je dis. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Très bien, bonjour. Alors, bonsoir Christelle, Edith, Drina, tout le monde. Je suis vraiment très contente d'être là ce soir et puis d'entendre vos voix. Ça faisait tellement longtemps, je suis vraiment très émue. Bah, nous Euh, aussi. Tout à fait. Merci d'être là, euh, Khadija. avec plaisir, bien sûr. Euh, non, non, alors aucune. Alors, tout ce qui a été dit concernant la relation que j'ai pu avoir avec mes enfants était rigoureusement exact. Le coup de mon fils aîné, Alexis, qui effectivement, au moment d'aller à la crèche, savait qu'il n'avait absolument pas le droit de prendre sa tétine, prend un jouet, le jette dans son lit pour me faire entendre qu'effectivement il jette quelque chose, mais il conserve sa tétine dans sa main, il la met dans sa bouche juste après. Et bon, sauf que il n'est pas très endurant dans la tricherie, puisque au moment où on s'en va, je lui pose une question et quand il me répond, ben, il me répond avec sa tétine dans la bouche. Donc forcément, je l'ai entendu. Voilà. Donc, mais pareil, Gaël, mon deuxième fils, qui attend que je passe l'aspirateur pour aller décrocher le linge et faire sa lessive dans la gamelle du chien. Enfin bon. Donc, oui, les enfants savent que nous ne voyons pas et nous, de notre côté, enfin, en tout cas, moi, c'est vrai, une très grande concentration auditive sur ce que peuvent faire mes enfants. Je suis connectée avec eux, même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, alors mes enfants attention, Vas-y, Ouais. vas-y. presque Vas-y. 18, presque Oh là 18 et là. 20 ans. C'est ça. On s'attend à tout. Oui, oui, oui. Alors, on Presque a un sacré coup 18, de vieux, là. presque 18 ans pour Gaël, il aura 18 ans en mars et Alexis aura 20 ans au mois de juin. Donc mon aîné est en deuxième année d'école d'ingénieur et mon deuxième est encore mineur, tout petit, il est au lycée, il est en terminale. Donc même encore aujourd'hui, j'ai toujours effectivement ce regard auditif sur eux, quoi qu'ils fassent. Je peux tout à fait les interpeller. Là, j'ai pas d'exemple en tête en train d'exécuter une action, alors qu'ils m'en ont pas parlé, mais voilà quoi. C'est vrai que c'est vrai que ça nécessite une grande concentration. Alors je serais certainement une maman fatiguée plus vite que d'autres du fait d'avoir dû me concentrer davantage, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément développé et que j'avais, enfin que j'ai depuis que mes enfants sont petits. Et eux communiquent avec nous, sachant qu'on ne nous voyons pas. Alors comme tu le disais, Edith, effectivement, par exemple, au moment de donner à manger, ils vont avoir une réaction différente. Ils vont plus venir vers la cuillère quand c'est moi qui leur donne et attendre que la cuillère arrive à la bouche si c'est ma sœur ou mes parents qui voient enfin, quand ils leur donnaient à manger, quoi, par exemple. Ou alors encore Alexis qui avait des séances de kiné quand il était petit, parce que c'était un enfant qui est né grand en préma. Et il avait donc des séances de rééducation, mais quand il ne voulait pas y aller, ou voilà, bah, il hurlait tout ce qu'il pouvait pour que je vienne le chercher. C'était un vrai appel au secours. Alors que enfin, sur son visage, de ce que tu me disais, Edith, ou de ce que disait sa thérapeute, il n'y avait pas d'anxiété, il n'y avait pas de peur. C'était vraiment une façon de communiquer parce que de toute façon, il ne pouvait pas de loin me faire signe de maman, s'il te plaît, enlève-moi, on y va. Voilà, donc il fallait bien qu'il communique d'une certaine façon et il le faisait par le cri. Mm. Merci beaucoup, Khadija. Au plaisir. Mais c'est vrai que cette attention, je dirais, pleine de sollicitude que les enfants ont vis-à-vis de leurs parents, Mm. c'est une question très centrale de l'éducation des enfants. Et je pense que il faut recevoir ça comme avec bienveillance, enfin comme vraiment un cadeau que les enfants font. Et ça, je crois que et déjà faire percevoir aux parents que c'est pour les aider que les enfants font ça. Khadija, tu parles des hurlements euh, de ton fils Alexis lors des séances de psychomotricité. On aurait pu les interpréter comme il a mal, ou c'est de la douleur, ou enfin, il y a mille façons d'interpréter un cri de bébé. Mais là, je trouve que avec tout à fait finesse, tu dis, eh ben, c'était pour que je vienne le chercher. Donc, il utilisait ce langage parce qu'il savait que tu y étais sensible. Tout à Et, fait.
et c'est une manière d'exprimer sa sollicitude et son attention à l'adulte et aux parents en particulier. Mm. Et ça, je crois aussi que ça aussi, pour moi, ça a été un enseignement. Parce que j'ai vu beaucoup de vos enfants être très attentifs de manière très marquée. Je pense à une petite fille qui est dans une assemblée avec sa maman où tout le monde discute et puis sa maman reste un peu sur le côté. Elle ne sait pas très bien qui parle avec qui. Et la petite fille vient la chercher et elle marche à peine. Elle vient la chercher pour aller parler à quelqu'un. Mm. Et ça, c'est vrai, c'est quand même très, très surprenant. Mm. Et, mais peut-être que des bébés ou des enfants euh, plus ordinaires, disons, font la même chose, sauf qu'on ne le voit pas, on ne le remarque pas. Et moi, le fait d'avoir attiré, c'était la maman qui a attiré mon attention sur ça, ça m'a fait regarder les autres enfants complètement différemment. Mm. Ça, je trouve que c'était une leçon tout à fait formidable, et une leçon clinique formidable. Et moi aussi, j'en suis reconnaissante à ces femmes. Bonjour, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît, à Khadija, du coup? Et bonjour Christelle, je suis bien Bonjour. contente de te revoir à cette occasion. Je suis Véronique Gilbert, mon psychologue en néonatologie à Necker. Et justement, comme vous disiez que votre enfant était né grand préma, et je pensais à ça en écoutant l'exposé de Christelle, et je me demandais alors comment ce lien sur le plan sensoriel avait pu s'enclencher avec votre bébé au tout début, parce qu'on sait bien que enfin, les bébés sont en couveuse, très techniqués, comme on dit, et que ça, c'est pas facile. Alors, j'ai eu énormément de chance. Mon bébé est né à Port-Royal. En fait, on a voyagé parce qu'il devait naître à Necker, mais comme il est, comme bon, bref, c'était un parcours un peu compliqué. Mais finalement, il est né à Port-Royal, mais on est revenu ensuite dans la maternité qui nous suivait à Necker. Et à Port-Royal, j'ai eu cette grande chance qu'on me permette de glisser une main, dans la couveuse, en fait. Et donc, alors que il est né, mon fils, à 30 semaines. Voilà. Et alors, j'ai mis un petit peu de temps déjà avant de pouvoir le toucher, hein, parce que voilà, il y avait beaucoup de douleurs, etc. Mais quand j'ai pu aller jusque sa couveuse, j'ai eu cette autorisation tout à fait exceptionnelle de pouvoir ouvrir enfin qu'on ouvre les hublots de la couveuse et que je puisse glisser ma main. Et donc j'ai touché mon bébé chaque fois que j'ai pu, en mettant donc une main sur son torse, tout minuscule. Je me revois complètement là en vous le racontant, tout petit, avec tous ces fils. Et puis aussi j'ai eu la possibilité de faire du pot à pot. Et ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que je pouvais monter le soir, on sortait le bébé de la couveuse et puis on me mettait contre moi, contre ma peau, dans ma chemise de nuit. Donc on se recouvrait tous les deux et puis voilà, on s'endormait comme ça. Et c'est comme ça, bien sûr, que le lien c'est fait. Ouais, voilà, Et par le peut-être vous toucher. pouvez Donc, le sentir au sens de l'odorat, je veux dire, quand il était sur oui, vous. le Euh, toucher, le sentir. Il pouvait lui aussi avoir ce contact-là avec ma peau, avec mon odeur. Il était apaisé dès lors que je posais ma main comme ça sur son torse. Oui, oui, ouais, on a eu cette grande chance-là de pouvoir être, enfin, d'avoir un contact de peau à peau, de toucher. J'ai pu le respirer, j'ai eu beaucoup de chance, ouais. Et lui aussi, il a pu faire tout ça. Oui, ça nous a aidés tous les deux à surmonter cette épreuve parce que je vous assure que la grande prématurité, on est à l'écoute de tous les signaux sonores, tout ce qui fait que tout à coup, les professionnels de santé entrent, attention, faut faire ci, faut faire ça. Enfin, oui, c'était une expérience assez difficile, mais on a pu se rassurer de même pendant la grossesse qui était difficile. Chaque fois, nous nous sommes rassurés, Alexis et moi, par le contact que nous avions. Lui, quand il bougeait dans mon ventre, je pouvais tout supporter. Parce que je savais qu'il était là. Et puis, bah, quand il est né, on était tous les deux et on a fait face ensemble. Et
Et puis, bah, je crois qu'on l'a fait toute notre vie. Enfin, notre vie est encore là, mais je veux dire, on continue à le faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. On est très, très proches encore aujourd'hui. Mhm. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, oui, et j'essayais de m'imaginer comment ça pouvait être de pénétrer dans cet univers quand on ne le voit pas. Et finalement, je me suis dit un peu paradoxalement, non, enfin, on ne peut pas répondre à cette question, mais à qui ça peut faire le plus peur? Parce que finalement, moi, les parents que je rencontre et qui découvrent tout ça pour la première fois sont extrêmement effrayés, alors certes par les bruits, mais aussi par ce qu'ils voient. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure. Alors moi, tant que mon bébé était apaisé, j'étais apaisée. Oui, c'est ce qu'ils disent C'est souvent. Oui. Oui, voilà. En fait, c'est vrai que je ne voyais pas, si vous voulez, tout ce qui est fil, etc. Mm. C'est ça qui fait peur aux gens qui voient, hein. Alors moi, les fils, quand je mets la main dans la couveuse, je les touche, hein, je vois bien Oui, qu'il y a des fils partout et tout. Mais tant que mon bébé n'est pas dans la souffrance, tant que, voilà, tant qu'il est là, et que les médecins ne m'annoncent pas des choses trop compliquées, trop difficiles, ça va, on a fait face comme ça. Et puis, pardon, oui, allez-y. non. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme signaux indiquant qu'il était dans la souffrance, à part les alarmes des machines? Ah bah, les gestes, le bébé qui pleure, qui commence à s'agiter, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus Christelle ou Edith, je ne sais plus, mais un bébé, avant Oui, de pleurer, il va beaucoup bouger, il va commencer par remuer les jambes et puis les bras, et il y a une certaine nervosité, on le ressent, on l'entend, donc, et même des tout petits, hein, des tout petits, ils sont très expressifs. oui, c'est ça. Alors, c'est soit la souffrance, elle s'exprime soit comme ça, soit à contrario, complètement sans réaction, parce que justement, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais il pouvait aussi y avoir des moments où il pouvait être plutôt trop calme. Donc, il y a un juste milieu, et tant qu'on n'est pas dans ce juste milieu, enfin, quand on est dans ce juste milieu, on est bien. Et dès lors qu'il y a des signaux qui nous montrent qu'il y a une certaine nervosité ou à contrario, quelque chose qui est anormalement calme, là, oui, on commence à s'inquiéter. Oui, Et ça, c'est pendant tout le long aussi de la petite enfance. Comme je l'ai dit, c'est vrai, un sourire, ça s'entend. Je me souviens quand je l'ai dit à Christelle, je me souviens de votre réaction de grand étonnement, mais parce que, parce que oui, on entend aussi bien le sourire avec la bouche de l'enfant, les lèvres qui s'écartent et qui font un petit craquellement, donc on entend que l'enfant sourit, mais de la même façon, on entend qu'il est mécontent parce il va gesticuler, il va s'énerver, avant même d'émettre le moindre son. Mm. Bah, dans la couveuse, c'était pareil. Et c'est une connexion naturelle en réalité, parce que moi, j'avais pas appris ça avant. J'avais pas lu de livre m'informant qu'attention, ton bébé, quand il va faire ça, il va faire. Enfin, ça a été une connexion tout à fait naturelle. Je pense que les mamans qui sont dans la situation de Khadija, soit aveugles, soit malvoyantes, elles ont une capacité à détecter les différents états de leur bébé, qui vont du sommeil profond au sommeil léger, en passant par la somnolence, l'état agité et les pleurs intenses. Hein, nous, les professionnels, on a des fois du mal à faire la différence entre un état agité et des pleurs. Et les mamans qui ne voient pas, elles savent très bien faire cette différence. mhm. C'est un... Je dis ça parce que je sais qu'il y a des Brazeltoniennes dans l'Assemblée et elles comprendront ce que je veux expliquer. Et c'est quand même assez stupéfiant de voir comment, même pour le sommeil, comment elles savent identifier un sommeil profond d'un sommeil léger. Je vous remercie pour cette question et ces réponses. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui veulent poser une question ou même l'écrire dans le chat, ou si vous souhaitez juste aborder un dernier point dans les dernières minutes que nous avons, peut-être ensemble, donc Christelle, Edith et Drina, rebondir sur quelque chose.
Moi, je veux bien, bonsoir. Merci Christelle. Merci à vous pour votre présentation. Je veux bien rebondir en écho avec ce qui est en train d'être abordé. J'imagine que aussi tout ça, ça va dépendre de la disponibilité psychique, comme tu l'as dit aussi Christelle, et de la capacité aussi à faire appel au bébé en soi, et que toutes les mères ne vont pas avoir, de la même façon que les mères qui n'ont pas de déficience visuelle n'ont pas toutes les mêmes aptitudes, mais que j'imagine qu'il y a des situations où effectivement c'est plus difficile de mobiliser ces capacités-là. Mm. Absolument. Oui, oui. Je pense qu'il y a effectivement des mères pour qui c'est plus difficile parce que pour être disponible et à l'écoute comme ça, avoir cette observation auditive très fine, très affûtée, c'est vrai qu'il faut quand même être très attentif. Tu le disais tout à l'heure, Edith. Et puis Khadija aussi disait que peut-être elle était plus fatiguée. Et effectivement, je pense qu'il faut être très concentré aussi, très disponible et que parfois même être préoccupé par quelque chose d'interne, j'ai envie de dire, ça peut aussi parasiter d'une certaine façon la disponibilité psychique des mères avec leur bébé. Oui, tout à fait. D'où Et l'importance de l'accompagnement et oui, de c'est ça. Absolument. adapté. Mm. Absolument. Euh, Tout à fait. L'expérience du SAPPH, c'était pas de débarquer dans la maternité au moment de la naissance du bébé, Oui. mais d'avoir un accompagnement et une réflexion en commun avec les mères tout au long de la grossesse. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui peut manquer à certaines mères aujourd'hui dans les hôpitaux. Tout à fait. Finalement, il y a euh, une prise en charge hospitalière assez tardive qui est très centrée sur la qualité d'un accouchement, ce qui est évidemment nécessaire, mais il y a aussi toute l'autre partie. Mhm. Et, euh, et ça, pour nous, ça a été aussi riche d'enseignements Mm. et important. Mm. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait beaucoup de femmes qui avaient des préoccupations, comme tu le dis, c'est clair, Mm. mais il y avait aussi une forme de confiance qui s'était tissée, notamment avec Edith, et Mm. qui était, je trouve, très porteuse. Et Bien sûr. voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, Marion, mais ça, c'est absolument fondamental. Mm. Le bébé en soi, c'est vrai que c'est quelquefois un bébé un peu cassé. Mm. Mm. L'histoire du handicap dans la vie de chacun, elle n'est pas facile, c'est Mm. clair. Mais là, c'est une autre étape de la vie. Mm. C'est vraiment passer de l'autre côté de la barrière. Et pour ça, il faut être accompagné, c'est sûr. On a même fait des entretiens préconceptionnels, hein, Oui, avec des bien sûr. mamans qui se posaient des questions et elles avaient cette possibilité de venir. Alors, c'est pas le cas de Khadija, parce que Khadija, je l'ai connue après la naissance d'Alexis, mais il y a beaucoup de mamans qu'on prend, enfin, qu'on accompagne dès les premiers mois de grossesse, enfin, je veux dire les premières semaines de grossesse. Oui, Donc, on a quasiment 9 mois où on va pouvoir, et sur une équipe pluridisciplinaire, hein, on faisait beaucoup de consultations en binôme avec Drina. Donc, il y a ce côté puériculture adaptée où on va apprendre tous les gestes, etc. Avec des mamans qui nous prêtaient leur bébé, hein. C'est elles qui se sont proposées pour dire, oh, mais prenez, parce qu'on avait des poupées, oh, mais non, prenez mon bébé, vous allez voir. Et il y avait beaucoup d'émotions, hein, dans toutes ces séances de puériculture adaptée. Mais il y a aussi toute une confiance qui se met en place, hein, dès les premières semaines de grossesse. Et je pense que si on pouvait offrir ce type d'accompagnement pour certaines mamans, quel que soit le milieu culturel, quel que soit mais on aurait peut-être un peu moins de dépression du postpartum. Mm. Parce que là, la maman en situation de handicap visuel, elle sait à quoi elle va s'attendre dans l'échange, dans les pleurs des bébés, tous les soins à apporter pour répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. Mm. Donc, il y a quand même 9 mois de préparation quasiment, d'accompagnement au moment de la naissance, hein, et après la naissance, hein, puisque c'est un accompagnement à l'époque qui était jusqu'aux 7 ans de l'enfant, jusqu'à l'entrée à l'école, et qu'on ait le temps de pouvoir transcrire les livres que l'enfant allait avoir au CP pour pas que les parents soient complètement perdus
face à des nouveautés. Donc je pense que si on pouvait offrir ce type d'accompagnement avec des consultations binômes pluridisciplinaires, ça serait formidable. Oui, oui. Mais c'est la question de la transmission. Oui. Qu'est-ce que, comment une femme a besoin de la transmission des autres pour devenir mère? Mhm. Là, je pense que c'est absolument fondamental. Alors, on n'avait pas la prétention d'être les mères de ces mères, c'est vraiment Non. c'est idiot. Mais le souci de transmettre quelque chose, quand tu mettais en place les séances de périculture adaptées, c'était animé par cette idée d'une transmission. Et ça, c'est très, très important, je pense. Et au départ aussi, au tout début, parce que c'est un travail qui a commencé dans les années 86, au tout début, c'était répondre pour moi, c'était vraiment protéger une population qui était soumise à un blâme social terrible. Euh, si on a réussi à- à ce que la maternité des femmes en situation de handicap, quel que soit le handicap, euh, soit acceptée et plus pointée du doigt comme elle l'était à l'époque, hein, puisqu'il ne faut quand même pas oublier qu'on stérilisait les jeunes femmes en situation de handicap, hein, c'est pas si vieux que ça. Nous, on l'a connu avec Drina. Donc, ben, je trouve que... Alors, ce que je disais à Christelle avant que cette émission ne commence, c'est qu'il y avait une intuition d'une puéricultrice qui criait, qui voulait lutter contre l'injustice qui était faite aux femmes. Mais s'il n'y avait pas eu Drina Candilis, le professeur Soulet et même Christelle dans l'écriture de travaux scientifiques pour enfin, vraiment mettre des mots sur l'intuition de cette puéricultrice, je ne sais pas si les SAPPH existeraient aujourd'hui. Donc, mesdames, j'en profite pour vous remercier publiquement. Merci à toi, Edith. Moi, c'est aussi notre rencontre qui a été très inspirante pour moi et qui m'a donné envie de faire ce travail de recherche. Ouais. Voilà, Ouais, C'est pas merci. prévu dans mon parcours professionnel et on s'est rencontrés, j'ai rencontré ces mères, j'ai rencontré Drina et j'ai eu envie d'essayer de trouver des réponses à mes questions. Je les ai pas toutes trouvées, il y a encore du travail à faire, mais en tout cas, ça a été très inspirant pour moi. Donc merci à toi. Mhm. Ouais, et moi, j'étais très sensible à ton exposé et à la manière dont tu parles justement d'essayer de voir l'invisible. Mm. Parce que c'est vrai, en citant un psychanalyste qui ne parle pas spécifiquement des aveugles, Thomas Ogden, Mm. mais voir l'invisible et donner à chacun son individualité, donner à Mm. chacun son identité. Et ça, je crois que c'est une démarche clinique et une démarche de soins qui est absolument fondamentale. Voilà. Et je te remercie de l'avoir si bien développée dans ton introduction et dans ta thèse et dans ton... C'est très bien. Merci, Drina. Un Merci beaucoup. sacré boulot. Et Merci beaucoup. voilà. Moi, je vous remercie toutes les trois et puis même toutes les quatre avec Khadija pour votre présentation, vos échanges, les réponses à vos questions, aux questions qui ont été posées. Et puis, donc, nous arrivons à la fin de cette rencontre. C'était notre dernier lundi des restes de l'année et donc nous sommes ravis de vous avoir toutes et tous accueillis. Je vois que dans le chat, il y a des personnes qui vous remercient, donc Et je les pense qu'elles gens sont qu'on connaît, remerciées. Legno Rizzo, salut. Merci. Il y Voilà, a Régine Gano aussi qui est là. Merci beaucoup, voilà, Régine. plein de gens qu'on connaît. Et Merci c'est Anne-Marie. agréable. Oui, c'est très agréable. Voilà. Et puis, donc, je me permets juste d'ajouter que cette rencontre sera en replay, donc d'ici quelques jours sur notre site et sur YouTube. On vous enverra un petit mail à tous les participants pour vous indiquer si vous souhaitez revisionner cette rencontre.
Et donc, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.